bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Ça fait un moment que j'en ai pas fait je crois, j'en ai quand même pas mal en retard donc il était temps que j'en fasse un. Je vais me limiter peut-être à 5 lectures histoire que vous n'ayez pas une vidéo d'une heure, donc c'est parti. Je vais commencer par une lecture qui, bon, à l'heure où je tourne cette vidéo n'est plus vraiment d'actualité puisque c'est une romance de l'Avent. Donc j'ai lu Un quart pour Noël de Sophie Gemin. J'ai pu le lire sur Nextory, je n'ai aucun partenariat avec eux, mais pour le coup j'ai trouvé le concept vraiment cool, puisque vous aviez un chapitre qui se débloquait par jour, donc vous étiez sûr déjà de ne pas pouvoir tricher. Non pas que ça m'arrive, mais je pense que certains ont peut-être un peu de mal à attendre, et donc là au moins ils étaient obligés d'attendre, puisque vous n'aviez pas accès au chapitre suivant chaque jour, logique. Maintenant, je sais qu'il y avait aussi une version physique qui a été en rupture de stock. J'espère que vous n'entendez pas les travaux. Je suis désolée si c'est le cas. Je ne pense pas que j'aurais acheté personnellement la romance en physique, puisque la romance, c'est pas forcément mon genre de prédilection. Maintenant, j'ai un abonnement Nextory, donc je pouvais l'avoir plus ou moins gratuitement. C'est pas gratuit vu qu'on paye un abonnement, mais voilà, je pouvais y avoir accès assez facilement. Donc pourquoi se priver ? Et j'ai vraiment beaucoup aimé le concept et je pense que je recommencerai les années prochaines, puisque au moins, même si je partais en vacances ou quoi que ce soit, j'avais mon petit chapitre du jour, donc accessible partout, et c'était trop cool. En plus, la romance en elle-même, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur intersidéral parce que ça reste une romance, donc ça reste assez prévisible, je trouve. Mais c'est une lecture un peu doudou, un peu dans le thème de l'hiver, puisque on suit... alors j'ai oublié le prénom du coup. On suit une jeune fille qui vient d'être... qui a un nouveau cœur en fait, qui a une greffe de cœur et qui du coup doit faire très attention à ce qu'elle fait. Donc du sport mais très limité, elle doit faire attention à ce qu'elle mange. Voilà, elle est vraiment toujours dans le contrôle. Elle a une mère qui clairement est dans le contrôle aussi, s'inquiète énormément pour elle. Et celle-ci va décider de l'envoyer chez son père. Enfin, l'envoyer. Elle a 20 ans au moment de la romance, donc c'est un peu elle qui décide, mais vous avez compris. Cette dernière va chez son père qui, lui, est vraiment dans le camp opposé. C'est-à-dire que pour lui, elle doit profiter de la vie sans se mettre en danger, évidemment. Mais il l'encourage un peu à aller skier de temps en temps, à redécouvrir un peu les joies de la vie, à manger une fondue de temps en temps, puisque elle ne mange qu'elle si, elle ne s'autorise vraiment aucun caprice. Et donc on suit cette jeune fille qui va chez son père, qui peu à peu se débride un peu, retrouve un peu le goût de la vie, et qui surtout redécouvre le frère de sa meilleure amie, Augustin. Celui-là, je me rappelle de son prénom, bizarrement. Qui, voilà, c'est une romance, hein, donc je vous fais pas de dessin. Évidemment, on retrouve un peu la trame classique des romances. Vraiment. En ça, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Pour le coup, le thème de la greffe de cœur, c'est pas un thème que je vois souvent et je trouvais que c'était abordé assez justement. On sentait le tiraillement entre l'envie de se faire plaisir, de profiter de la vie, parce que qui dit crève de cœur dit qu'elle doit recommencer dans 10 ans, donc en fait, si elle est tout le temps dans le contrôle, elle va passer sa vie à faire ça. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une vie grâce à une crève de cœur si au final tu peux pas en profiter? C'est un peu la question sous-jacente du roman. C'est vraiment plutôt bien fait. Maintenant, ce que je reprocherais le plus, c'est que la protagoniste a 20 ans. Et elle se conduit par moments comme si elle en avait 16 en fait. Je comprends que les disputes avec les parents c'était vraiment un point clé du roman, mais ses réactions parfois font très 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 gamine. C'est-à-dire qu'elle voit un garçon, donc voilà, et la première chose qu'elle dit c'est qu'elle pense, il me semble que c'est il faut pas que ma mère la prenne sinon elle va pas être contente. Mais t'as 20 ans, enfin... Voilà, à 16 ans, je veux bien comprendre que t'aies peur de ta mère, mais bon, à 20 ans, voilà. C'est bon, après, c'est le contexte qui veut ça aussi. Mais c'est des petites choses qui m'ont un peu dérangée par moments. Mais encore une fois, j'ai quand même passé un bon moment et je recommencerai sans problème l'année prochaine. Et du coup, j'ai pu découvrir La Plume de Sophie Gemin. Et vraiment, j'ai bien aimé. C'était addictif, ça se lisait très très facilement. On était vraiment sur la romance young adulte. Là... Vraiment, c'est pour tous les publics, il n'y aura aucun problème de lecture.
J'enchaîne avec une autre lecture sur le thème de l'hiver avec Winter House Hotel de Ben Cutterson, donc que j'ai pris à la bibliothèque. Donc je profite de cette belle lecture pour vous le présenter en physique. J'ai beaucoup aimé. On est sur un roman très jeunesse. Vraiment, c'est pas du young adulte, c'est vraiment du jeunesse. Pour ce qui est du résumé, on suit Elisabeth, qui est une petite fille qui vit avec sa tante et son oncle, suite au décès de ses parents quand elle était plus jeune. Avec qui ça se passe moyennement bien, c'est-à-dire qu'ils en ont un peu rien à faire d'elle et ils leur font sentir un peu à la Harry Potter si vous voulez. Et un jour, elle va rentrer chez elle, elle va découvrir que sa tante et son oncle sont partis en vacances sans elle. Ils lui ont laissé juste quelques billets et ils lui ont dit en fait, on t'a réservé un voyage à l'hôtel Winter House. Tu vas y passer 3 semaines. Voilà, débrouille-toi. Donc elle prend le bus pour y aller. Et puis elle va tomber sur un hôtel vraiment magnifique où il y a vraiment tout en fait. Il y a une gigantesque bibliothèque, ce qu'elle adore. Il y a des gens vraiment trop chouettes qui s'intéressent à elle, elle se fait des amis et vraiment c'est le voyage idéal pour elle. Elle est super contente d'être là-bas. Et bien vite, elle découvre avec son amie qu'elle s'est fait que le manoir a quelques petits secrets et qu'il se passe quand même des choses assez bizarres. Et elle a un peu l'impression que même pour elle, il se passe des choses bizarres en fait. Elle développe une sorte de pouvoir qui fait que, en fait, elle a des intuitions. Elle sait qu'il va se passer quelque chose de mauvais, elle ressent ça, et tout de suite après, une porte se claque dans son dos, ce genre de choses. Et donc, elle va devoir peut-être faire le lien entre ce pouvoir et les mystères du manoir. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors, bon, ça reste du jeunesse, donc on n'en demande pas énormément non plus. Mais pour le coup, j'ai trouvé l'histoire assez bien ficelée. Bon, quelque peu prévisible, mais encore une fois, c'est pas gênant. On prend quand même du plaisir à les lire et puis on n'est pas sûr jusqu'à la fin. Si j'avais un reproche à faire qui fait que c'est pas du tout un coup de cœur, c'est que, en fait, on nous a rajouté un peu de magie pour qu'il y ait un côté un peu fantastique. Et on a un peu l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe par moment. Soit c'est pas assez utilisé et il y a vraiment une raison que ce soit là, soit en fait il n'y avait aucune raison de le mettre là. Je suis un peu tiraillée entre les deux, je sais pas trop quoi en penser. Mais pour l'instant il y a un truc qui colle pas pour moi. Maintenant je sais que c'est un tome 1 et qu'il y a 3 tomes aujourd'hui. Mais j'ai quand même l'impression que le tome 1 pouvait se lire tout seul, donc c'est un peu dommage pour le coup. En plus de ça, j'ai pas vraiment accroché au personnage de Fred. Mais j'allais vous dire que, parce qu'il me paraît trop enfantin, qu'il est un peu énervant avec ses réactions par moments, mais en fait avec le recul je me dis que c'est un peu normal vu que c'est littéralement un enfant, donc en fait c'est assez réaliste. Donc je reviens sur ce que j'allais vous dire, c'est plutôt bien fait de ce côté-là. Maintenant Elisabeth, on a le problème inverse du précédent roman, c'est que je sais plus quel âge elle est censée avoir, peut-être 10 ans, 11 ans, enfin vraiment pas vieille, elle est encore en primaire. Et par moments, t'as l'impression qu'elle a 18 ans dans la façon dont elle réfléchit. Donc, certes, elle peut être très mature, mais à ce point-là, des fois, ça est un peu bizarre. Surtout qu'à d'autres, en fait, elle va avoir des réactions typiques d'enfant, de l'impulsivité, ne pas réfléchir aux conséquences de ses actes, et ce genre de choses. Donc, ça me donnait un peu une impression très, très étrange. J'arrivais pas vraiment à la catégoriser dans un âge spécifique. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que je voulais absolument vous montrer en ce mois de janvier. J'espère que la vidéo sortira au mois de janvier, sinon j'aurais pas l'air fine de dire ça. C'est donc Blood Witch Résurrection de Lena Jomae, donc c'est un tome 1. Et je voulais absolument vous en parler là parce qu'il vient de sortir en fait. Il est sorti le 2 janvier je crois. Donc j'ai pu me le procurer et j'ai adoré ce roman. Alors, je vais avoir du mal à vous faire un résumé puisque en fait, pour tout vous dire, j'ai commandé l'année dernière la box des éditions Plume Blanche. J'ai oublié de le dire, mais c'est aux éditions Plume Blanche. J'ai commandé leur box en fait où ils vous envoient toutes les parutions de l'année suivante. Donc c'est comme ça que j'ai eu ce livre. J'avais pas fait attention que en fait c'est une suite de saga. C'est une suite de saga, donc la saga originale c'est Blood Witch, que je ne connais absolument pas, et que voilà, donc j'étais très surprise
quand a commencé le récit et qu'on nous fait déjà un résumé de plein d'événements, ce qui est plutôt pas mal du coup, puisque comme ça les gens comme moi qui n'ont pas lu la saga peuvent lire ce roman indépendamment. Mais du coup en fait ça vous spoil totalement la saga précédente. Donc je vais pas m'amuser à vous faire un résumé. Maintenant je peux vous parler de ce que j'en ai pensé sans parler vraiment de l'histoire en elle-même. Enfin sans rentrer dans les détails du moins. J'ai adoré le personnage d'Erika, puisque dans celui-ci on suit le personnage d'Erika. Pour ceux qui ont lu la saga vous savez qui c'est, donc littéralement Blood Witch, la sorcière de sang. Tout ce que je peux vous dire sans spoiler l'autre saga, c'est que, pour mettre un peu de contexte, c'est que Erika c'est une sorcière qui est devenue un vampire aussi et qui donc se retrouve avec la force des vampires, etc., plus les pouvoirs de sorcière, donc elle est un peu pétée. Clairement, elle est un peu la reine du monde des créatures surnaturelles. Et donc on va suivre ses aventures après l'événement de fin de la saga d'avant. Voilà. J'ai adoré ce roman parce que c'est plein d'humour. Vraiment, ça se lit super facilement. On est sur je vais trouver. On est sur un point de vue de la première personne qui renforce l'immersion. On est vraiment dans la peau d'Erika. Elle est nature peinture en fait. C'est ça qui est bien. Elle ressemble à aucune autre héroïne, je trouve. Maintenant, faut qu'il y ait un point négatif parce que sinon c'est pas drôle. Je trouve ça un peu facile en fait. Tout le réussit, enfin presque tout, parce que voilà. Mais c'est un personnage pété et puis voilà. Et puis vraiment tout ce qu'elle fait, on dirait qu'elle le fait en 2 secondes, aucune difficulté ni rien. Alors maintenant il y en a quelques-unes, mais vraiment voilà. J'avais pas l'impression qu'il y ait vraiment d'éléments perturbateurs. Ça reste très agréable à lire, mais j'ai trouvé ça un peu facile. Maintenant, je regrette énormément de ne pas avoir lu la précédente saga parce que je pense qu'il y a plein d'allusions que je ne comprenais pas à 100%. J'avais un peu des pistes avec du coup le prologue qui nous résume. Oui, prologue, pas épilogue. Qui nous résume un peu, donc je savais quel personnage avait fait quoi, mais j'avais pas forcément tous les détails. J'avais pas forcément leur personnalité qui pouvait rajouter de l'humour en plus. Donc j'ai un peu l'impression qu'il m'a manqué des petites choses. Donc je lirai, je pense, Blood Witch, mais après, du coup. Parce que je sais qu'il y a un intégral qui est sorti et je crois qu'ils l'ont à la bibliothèque. Donc je le lirai sûrement, mais je regrette un peu de ne pas avoir fait l'inverse. Donc je vous conseille fortement, si ce livre vous intéressait, de lire l'autre saga avant. En tout cas, si vous aimez la bitlit, si vous aimez les romans pleins d'humour, la fantasy plein d'humour, franchement foncez. Ensuite, un livre que j'ai l'impression d'avoir lu il y a des mois, et en fait je pense que je n'exagère pas en disant ça, puisque c'est La Meute, Le Visiteur du Futur, le roman La Meute, écrit par Slimane Baptiste Berhoun aux éditions Milady. Je ne sais même pas si elles existent encore ces éditions-là. Il me semble pas. Bref. Parenthèse mise à part. Si vous ne connaissez pas Le Visiteur du Futur, c'est une série à l'origine sur internet, il me semble, où il y a eu carrément un film, maintenant un roman, et peut-être des BD, mais ça je suis pas sûre du tout. Il me semble qu'il y a des podcasts aussi. Enfin, vraiment c'est tout un univers dans lequel on suit notre personnage qui est capable en fait de voyager dans le temps. Et donc son but en fait c'est de sauver la Terre qui... je crois, vraiment, il y a eu une catastrophe et du coup, il y a quasiment plus d'humains sur Terre où c'est devenu invivable. Et donc, son but, en fait, c'est de retourner dans le passé ou le futur, je sais pas. Vraiment, ça fait des mois, je vous dis. Et d'empêcher certains événements d'arriver pour que son histoire à lui s'améliore un peu. Et donc dans ce roman, en fait, il fait équipe donc avec 2 autres personnages, dont un scientifique, qui réussit à mettre au point une machine qui lui permet de voyager dans l'esprit des gens, dans leurs souvenirs. Et pourquoi il avait besoin de... Je ne sais plus exactement pourquoi, mais il se trouve que dans le souvenir de ce visiteur, il y avait un événement clé, donc ils avaient absolument besoin pour sauver l'humanité, il me semble. Et donc il va en fait profiter du fait que ce visiteur soit KO, techniquement
pendant un moment il est totalement KO parce qu'ils se sont battus et qu'il s'est pris une patate il me semble, pour brancher la machine sur lui et aller voir dans ses souvenirs ce que lui ne voulait absolument pas qu'on fasse. Il ne voulait absolument pas revivre ces souvenirs là. Et donc il va pouvoir aller voir ses souvenirs dans son enfance, comment il est rentré dans cette engrenage de voyageur du temps, on va dire ça comme ça. Et il va se rendre compte qu'en fait il a passé son enfance dans des mines avec un autre groupe d'enfants où ils étaient gouvernés par un mystérieux roi qui leur promettait qu'une fois qu'il serait digne, il pourrait passer dans l'autre monde, un monde où tout est parfait, où il vivrait heureux. Mais pour ça, il fallait s'en montrer digne, il fallait qu'ils vivent leur vie en attendant d'être prêts. Et donc c'est un peu son enfance, qui était ce mystérieux roi, quel était cet autre monde, puisqu'il ne pouvait pas le voir tant qu'il n'y avait pas accès, etc. Donc c'est son enfance. J'ai vraiment bien aimé. Il y a peu de fois où j'ai ri vraiment haut et fort à un livre, et pourtant c'est arrivé. Mon copain m'a prise pour une folle à ce moment-là. Et rien que d'y penser à la ligne qui m'a fait rire, ça me refait encore rire, donc pour vous dire. Je n'avais pas vu la série, je n'avais pas vu le film, j'avais rien vu d'autre. Et ça m'a suffi pour passer un très très bon moment. Je vous conseille vraiment, si vous cherchez un truc décalé, un peu de science-fiction, post-apo, mais avec de l'humour où on se prend pas la tête, où il n'y a pas 40 000 trucs scientifiques, vraiment foncez. Ensuite, je vous parlais d'un thriller, il en fallait bien au moins un, c'est donc Origine de Dan Brown. Le top du Da Vinci Code, est-ce que j'ai besoin de le préciser, aux éditions Livre de Poche. Je l'ai lu parce qu'il fallait que je le lise avant fin 2023, dû au challenge des 12 livres imposés par mon copain. Honnêtement, je pense qu'il me l'aurait pas mis dedans, il serait encore en train de traîner dans mon pied à lire puisque j'ai 40 000 trucs à lire et que les thrillers je les fais passer toujours en dernier, je sais pas pourquoi. On est donc sur un roman ésotérique, pas du tout, enfin si, roman ésotérique scientifique, ouais on va dire ça comme ça, dans lequel on suit notre fameux Robert Langdon, célèbre historien, qui se rend à une conférence organisée par un ami scientifique qui en gros va annoncer au monde entier qu'il a trouvé la réponse à une question primordiale que tout le monde se pose, qui est d'où l'humanité vient-elle et quel est son but, en fait, qu'y a-t-il après. Autant vous dire que c'est des questions assez primordiales et avec des réponses assez compliquées. Personne n'a trouvé la réponse jusqu'à maintenant et pourtant lui jure qu'il l'a fait. Il va faire donc une conférence où il va inviter énormément de monde, où il va mettre le paquet dessus, il va réunir plein de gens dans un dôme, comment dire ça, dans un dôme avec un peu effet immersion, où ils ont l'impression d'être sous les étoiles alors qu'ils ne le sont pas du tout. Bref, ces détails, on s'en fiche un peu. Robert Langdon y va et en fait au milieu de sa présentation, juste avant qu'il révèle ce secret, ce génie se fait tirer dessus et meurt. Et autre détail qui peut voire est très important dans l'histoire, c'est que au moment où ils rentrent dans le musée qui abrite la conférence, en fait on leur remet un espèce de casque, les audioguides que vous trouvez à l'entrée des musées, pour un peu guider Langdon. Il se trouve que chaque personne a son propre interlocuteur, mais au moment où Edmund Kirsch va se faire tirer dessus, la personne qui était je vais y arriver. La personne qui était au bout du fil avec Robert Langdon le prévient qu'il va se passer quelque chose, qu'il faut qu'il agisse. Ce que les autorités vont trouver bizarre, parce que c'était le seul à être au courant avant tout le monde. Et donc, via les caméras de surveillance et tout, ils se rendent compte qu'effectivement il y avait un agresseur qui s'est enfui. Et je sais plus pourquoi Robert Langdon s'enfuit avec la directrice du musée. Je sais plus ce que je disais, je me suis fait couper la chic. Je crois que je disais que Robert Langdon et la directrice du musée vont s'enfuir puisque ils craignent un peu pour leur vie, ils ont peur qu'on pense que c'est eux qui ont affaire à ça. Et puis accessoirement, ils vont courir après leur ravisseur. Et surtout, ils vont essayer de dénicher l'endroit où cachait Edmund ses révélations pour pouvoir les révéler à leur tour
à la face du monde pour pas qu'il soit mort pour rien. Seulement, ah oui, c'est parce que ce sont les seuls à pouvoir y arriver, personne ne comprend ce qu'ils font, puisqu'en fait ils se rendent compte que la personne qui était au bout du fil via le microcasque est une IA en fait. Et donc elle a toute la connaissance et que c'est à peu près la seule qui peut les aider à trouver l'endroit caché par Edmond. Et il se trouve que la directrice de l'hôpital, j'allais dire, du musée, est aussi la fiancée du futur roi d'Espagne. Donc autant vous dire que personne ne va les laisser tranquilles, à peu près tout le monde va se mettre à la poursuite. Ça va devenir une vraie course-poursuite. Et en soi, c'est un très bon livre d'action, mais, parce qu'on en vient à mon ami, j'ai été moins fan que Da Vinci Code ou Angers Démon pour celui-ci, puisque là, on aborde une thématique très scientifique, mais très d'actualité, qui est l'informatique aussi, qui, avec les IA, les algorithmes, etc., l'avenir de l'humanité. Et je sais pas, j'ai pas été convaincue par les révélations qu'on nous fait dans ce roman. Je ne veux rien spoiler, mais peut-être c'est parce qu'on se basait moins sur des faits historiques comme les précédents, et que ça m'a moins accroché. Mais j'ai clairement été moins emballée. Je sais que j'ai prédit la fin. Mon copain l'a prédit aussi, donc on est quand même sur quelque chose de très attendu. Et du coup, c'est un peu déceptif quand il te livre ça et t'es en mode ah ouais, ok, bon bah d'accord, très bien. Donc bon, voilà. Langdon dans ce roman-là il était au cœur de l'action puisqu'il était dans la course-poursuite, mais il était plus spectateur. C'était plus les autres qui lui apprenaient, puisque c'était pas son sujet de prédilection, les sciences, informatiques, etc. Et du coup, j'ai pas retrouvé vraiment son identité. Ça restait un bon thriller, mais pour moi, voilà, ça aurait pas été d'amende qu'il l'aurait écrit, ça m'aurait pas choqué. Voilà pour cette deck lecture qui j'espère n'aura pas été trop long comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres que je viens de vous présenter ou si vous avez envie de le lire. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient toujours énormément la chaîne et moi je vous souhaite de très bonne lecture en attendant la prochaine vidéo.